Si la période de la campagne électorale pour la prochaine élection présidentielle est prévue du 8 octobre au 6 novembre, il est interdit de dire ouvertement « Votez pour moi » avant cette date selon la CENI. Le gouvernement a répondu à une partie des revendications des agents du ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique. Ainsi, les agents en grève depuis 2 mois vont reprendre le travail à compter de demain. Près de 100 morts en Indonésie, 2e séisme en une semaine, un séisme de magnitude 6,9. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, si la période de la campagne électorale pour la prochaine élection présidentielle est prévue du 8 octobre au 6 novembre, il est interdit de dire ouvertement « Votez pour moi » avant cette date selon la CENI. Et d'autre part, à la veille de l'élection, il ne faut pas couvrir les projets d'un politicien ou d'un parti politique par la politique de l'État, d'après un politologue. Reportage de Feizo Rafali. La campagne électorale pour la prochaine élection présidentielle est officiellement prévue du 8 octobre au 6 novembre prochain. Face à l'inexistence d'une loi pour régir la pré-campagne électorale, tous les candidats ont le droit de faire une propagande avant cette période. Toutefois, ils n'ont pas le droit de dire directement « Votez pour moi » d'après la Commission électorale nationale indépendante. Il est encore interdit pour l'instant de s'exprimer directement en disant « votez pour moi » ou « votez pour un tel », même par le biais de t-shirts. De la même façon, il est interdit de dire « ne votez pas pour un tel ». Par contre, il est permis d'annoncer officiellement sa candidature, de faire le tour des régions pour mettre en place sa campagne électorale, ainsi que de faire part des projets de société du parti politique pour convaincre la population. Na ny projet de société ny antoko na ny fikambanana handresenao lahatra ny vahoaka. D'autre part, couvrir les projets de politiciens ou de partis politiques par la politique de l'État est une manière de tromper le peuple selon un politiste. Raha ohatra ndraika raisina hoe ilay fisandratana no entina anaovana pré-campagne. Si l'on prend l'émergence 2030 pour faire une pré-campagne, c'est une forme de tromperie envers la population parce que de nombreux États africains parlent de cette émergence et parce que cela transmet un certain message, à savoir qu'aujourd'hui, demain et en 2030, nous aurons la même vision et entretenir cette vision pour 2030 afin de convaincre le peuple. C'est une bonne manière de transmettre une vision technique, mais elle n'est pas appropriée en cette période électorale. Tous les candidats devraient respecter l'éthique au cours de ce processus électoral. D'après les explications, il faut également assurer l'application de la neutralité de l'administration, l'utilisation de biens publics ou la demande d'aide de fonctionnaires à des fins personnelles ou politiques sont interdites. Durant la période de campagne électorale, la violation de ce principe de neutralité de l'administration est passible de sanctions et peut aller jusqu'à la disqualification du candidat concerné. Il est interdit par exemple à un chef de région de faire la propagande du candidat qui soutient pendant ses heures de travail. Le chef de district ne peut également pas faire de propagande. Outre cela, de nombreux fonctionnaires sont aussi concernés par ces dispositions. Et actuellement, la tension monte d'un cran entre les propriétaires de terrain et l'entreprise QMM. Les habitants ont plusieurs versions de la situation et cela pourrait finir par une altercation si aucune mesure n'est prise. Reportage de Gaëtan Indienslav. Les représentants des habitants et de diverses associations à Tolagnard espèrent une descente de représentants de la société civile sur place afin de constater par eux-mêmes la situation. D'autre part, seuls les propriétaires des terrains exploités par l'entreprise QMM devraient participer à la discussion sur la compensation que devrait donner cette société afin d'éviter les tumultes d'après les explications.
Ceux qui ont reçu de l'argent se sont ralliés pour passer outre l'accord déjà signé et ont annoncé que le mètre carré du terrain valait 3 milliards. De plus, ils ont impliqué des personnes qui vivent en dehors de la commune dans cette affaire. Ils ont convenu un genre de cotisation de 55 milliards par personne pour obtenir 50 millions d'ariars de l'entreprise QMM. C'est en gros ce qui s'est passé, donc pour l'entreprise QMM, le problème foncier est réglé. Outre cela, l'omission à l'indemnisation des propriétaires de terrain, le non-respect des délimitations de terrain, les discriminations, les abus de pouvoir sont intolérables, d'après un des représentants des habitants. Qu'en est-il du décret 2000-170 ? Certaines personnes ont expressément été exclues de la liste par des personnes qui ont abusé de leur pouvoir, dont le maire par exemple, qui a mis à l'écart de cette liste les personnes qui n'ont pas les mêmes penchants politiques que lui. Nous sommes prêts à prouver cette discrimination. Les propriétaires de terrain ne comptent pas céder selon les explications. C'est notre terrain, celui de nos ancêtres, nous ne comptons pas baisser les bras. Ils demandent ainsi une intervention des responsables au sein de l'État afin d'éclaircir cette affaire. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, le gouvernement a répondu à une partie des revendications des agents du ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique. Ainsi, les agents en grève depuis 2 mois vont reprendre le travail à compter de demain. Les détails dans ce reportage de Michael Ramarla. Cela fait 2 mois que le syndicat des agents du ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique est en grève. Parmi leurs requêtes, ces fonctionnaires ont réclamé que des représentants du syndicat soient intégrés aux membres du staff, mais également le renouvellement des contrats des fonctionnaires afin que ces derniers puissent bénéficier de leurs droits, ainsi que l'annulation des revois des fonctionnaires ou de leur transfert. Certaines de ces revendications syndicales n'ont pas pu être traitées de suite, vu qu'elles dépendent uniquement du ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique. Le ministère des Postes et des Télécommunications est totalement indépendant. Il a été bloqué depuis 2 mois. Nous avons émis de nombreuses réclamations et bien sûr, nous n'avons pas pu obtenir une réponse positive sur toute la ligne. Mais si nous avons accepté de signer un accord, c'est que cette entente ne nous défavorise pas. Si une partie des fonctionnaires de ce ministère était en grève depuis près de 2 mois, elle va reprendre le travail à compter de demain. Certaines des revendications syndicales réclamées ne pourront être traitées que l'année prochaine, vu qu'elles n'ont pas été prévues par le budget alloué au ministère cette année. Certains points de ces revendications ne pourront pas être traités cette année. Il faudra revoir cela dans le budget de 2019. Un accord a été signé aujourd'hui entre le Premier ministre, le ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique et le syndicat de ce ministère. Les fonctionnaires de ce ministère attendent l'application effective de cet accord. Et lors d'une visite à Latnani Bakar, l'ancien président de la transition, Andra Dzouel, a réitéré sa volonté de contribuer au développement de cette commune. Les habitants de cette commune espèrent en particulier une solution au problème d'infrastructures routières et à l'insuffisance de centres de santé, d'après les explications. Reportage de Yves Richard. Après l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle le 1er août dernier, aujourd'hui, l'ancien président de la transition, Andra Dzouel, est allé faire une visite dans la commune Latnani Bakar, une commune du district Nadjamassen, pour connaître les besoins des habitants, le mauvais état des infrastructures routières qui fait barrage au commerce de produits agricoles, ainsi que l'insuffisance de centres de santé, fait partie des principaux problèmes des habitants. Nous produisons en majeure partie des pommes de terre, mais nous avons du mal à les écouler, surtout en saison de pluie, à cause du mauvais état des infrastructures routières, près de 35 km. Je pense que les dernières réhabilitations des infrastructures routières ont été faites vers 1990. D'autre part, l'insécurité pose aussi problème, pas principalement dans cette commune, mais surtout dans ses environs. Les dalles règnent en maître.
Au cours de cette visite, Andra Zouil a renforcé sa volonté de contribuer au progrès de cette commune. La résolution des problèmes fait partie du programme compris dans l'initiative pour l'émergence de Madagascar, d'après cet ancien président de la transition. Je suis ici pour connaître vos besoins et vos problèmes et pour apporter une solution et contribuer au développement de cette commune. Je vous enverrai les équipements nécessaires pour la réhabilitation de cette route. Nous allons procéder à de nombreux changements. Nous allons contribuer au développement de chaque district, de chaque commune. C'est ce que réclame le peuple malgache. Hormis le mauvais état des infrastructures routières et l'insuffisance de centres de santé, les habitants de cette commune ont également réclamé des infrastructures sportives et le développement du secteur artisanal pour les femmes, un secteur qui contribue à la notoriété de cette commune. Et avant de passer aux actualités internationales, au cours de l'après-midi, vers 14h, le bureau de l'un des responsables de la région du Ménabé a pris feu, un incendie qui aurait été causé par un court-circuit selon les explications. Près de 90% du mobilier ont été ravagés par les flammes. Des dossiers sur diverses affaires ont également été brûlés et toutefois aucune victime n'a été déplorée. L'incendie a pu être maîtrisé vers 18h et ne s'est pas étendu sur les maisons des environs. Et place maintenant aux actualités internationales. Près de 100 morts en Indonésie. Deuxième séisme en une semaine, un séisme de magnitude 6,9. Reportage de France 24. Des centaines de touristes massés sur une plage. Après le tremblement de terre, ils veulent quitter au plus vite ces îles indonésiennes. Des plages paradisiaques, désormais synonymes de panique. Mais pour l'instant, les bateaux d'évacuation ne sont pas assez nombreux. Plus loin, ce sont des camions qui sont pris d'assaut par les voyageurs. C'est terrible. Je suis bloquée là et je ne sais pas du tout comment aller à l'aéroport. Tous veulent rejoindre les aéroports les plus proches. File d'attente dans celui de Lombok pour prendre le premier avion. Les visages sont traumatisés, certains voyageurs blessés. Et pour ces Français, c'est le deuxième séisme en une semaine. Malheureusement, c'était la première fois en Indonésie et je pense que ça sera la dernière pour notre famille. Parce qu'on a passé une semaine à partir du premier tremblement de terre où on n'a jamais vraiment été tranquille. Il y avait énormément de vent à Saint-Guigui et il y avait quelque chose dans l'air qui n'était pas normal et qui était effrayant. Le séisme a fait au moins 142 morts, mais des rescapés sont toujours sous les décombres. Cet homme est sauvé par ses voisins. Sur l'île de Lombok, des tentes ont été dressées pour soigner les blessés. L'hôpital est partiellement à terre. Le nord de cette île est en fait détruit à 90%. Et même quand les maisons sont encore debout, les gens dorment dehors par peur des répliques. Et retour des sanctions en Iran, la Maison-Blanche doit détailler les nouvelles mesures. Et on attend cette nouvelle mesure aujourd'hui. Reportage de France 24. $, par l'Iran, le secteur automobile, l'aviation commerciale, les logiciels. Concrètement, cela veut dire par exemple que les Iraniens ne pourront plus commander d'Airbus en raison du pourcentage de pièces américaines dans ces avions. Et ce, alors que leur flotte aérienne est vieillissante. Il faut savoir que des milliers d'Iraniens sont morts dans des crashs ces 40 dernières années. Autre conséquence, les Iraniens pourraient connaître de grosses difficultés à se fournir en médicaments, laissant certains malades sans soins. Par ailleurs, ces sanctions auront également une incidence sur les entreprises étrangères qui se sont implantées ou qui projetaient de s'implanter en Iran. En effet, en plus des difficultés relatives aux banques, s'ajoute pour eux le risque de sanctions imposées par les États-Unis, voire la probabilité de se retrouver sur la liste noire des Américains. Ainsi, il y a quelques mois, Total et Peugeot ont annoncé leur départ. L'Iran subit donc déjà les conséquences de la sortie des États-Unis de l'accord nucléaire, hausse du dollar, instabilité économique et inflation ont d'ailleurs déjà poussé les Iraniens à manifester dans les rues et surtout en province où la population est davantage sous pression. Mais le plus dur est encore à venir. Le 4 novembre, d'autres sanctions toucheront cette fois le secteur pétrolier iranien qui représente une ressource essentielle du pays, soit 70% des exportations et 40% des recettes budgétaires.
Les autorités iraniennes ont plusieurs fois menacé de bloquer le détroit d'Ormuz en représailles. Il faut savoir que 30% du commerce mondial de pétrole passe par ce détroit. La signature de l'accord nucléaire aujourd'hui, il est affaibli politiquement et l'aile conservatrice du régime qui s'oppose à toute négociation avec les États-Unis se voit renforcée. Cependant, le gouvernement iranien vient d'annoncer un plan pour limiter la dévaluation sans précédent du rial, qui a perdu environ 2/3 de sa valeur depuis le début de l'année. Selon les premières informations, les bureaux de change peuvent donc à nouveau acheter et vendre sous condition des devises et le taux de change fixé par l'État depuis avril est désormais annulé. Ce à quoi s'ajoute la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Ainsi, le chef du département d'échange de la Banque centrale iranienne a été arrêté dimanche selon les autorités judiciaires. Il est accusé de spéculation sur le marché d'échange. La prise de parole de Rouhani ce soir est donc... Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Si la période de la campagne électorale pour la prochaine élection présidentielle est prévue du 8 octobre au 6 novembre, il est interdit de dire ouvertement « votez pour moi » avant cette date selon la Commission électorale nationale indépendante. Le gouvernement a répondu à une partie des revendications des agents du ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique. Ainsi, les agents en grève depuis 2 mois vont reprendre le travail à compter de demain. Et près de 100 morts en Indonésie, deuxième séisme en une semaine, un séisme de magnitude 6,9. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.